Bah voilà, merci. Je suis ravie de pouvoir vous dire quelques mots parce que j'ai beaucoup laissé la parole à Diana, qui quand même connaît tout ça mieux que moi parce que j'ai été vraiment assistante sur le projet plus que vraiment jouer un rôle décisionnaire, mais peu importe. Alors, peut-être que je peux commencer par dire comment est-ce que je suis arrivée dans le projet parce que je pense que c'est un peu intéressant. En fait, j'ai rencontré virtuellement Diana il y a 2 ans, parce que je faisais un travail à l'université, où je suis toujours d'ailleurs, sur un espace d'exposition féministe qui existait dans les années 70, qui s'appelle le Lieu-dit, et qui existait entre 1978 et 1983, rue Saint-Jacques, qui était tenue par une écrivaine qui s'appelait Yolène Sima. Et c'était un peu ma porte d'entrée en fait dans le contexte, si vous voulez, féministe au sein de la création artistique à Paris dans les années 70. Et donc j'étais rentrée en contact avec Diana par l'intermédiaire de Marie-Jo Bonnet qui m'avait donné ses coordonnées. Et tu m'avais donné, je crois, un morceau de la thèse d'Aline Dallier qui parlait de l'espace sur lequel je travaillais moi. Et donc voilà, c'était comme ça que j'ai connu à la fois Diana, un peu mieux Aline Dallier, et puis plus généralement tout le contexte. Et en fait, la majorité des artistes qui sont là étaient impliqués d'une manière ou d'une autre dans tous ces espaces féministes qui ont été mis en place, que ce soit des espaces physiques, des lieux, comme le Lieu-dit par exemple, ou des groupes de plasticiennes. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier, mais enfin, je vais en parler un peu en vous présentant les différentes artistes. C'est Fabienne Dumont et Diana Colby d'ailleurs qui ont écrit un travail de thèse sur ces espaces où en fait des plasticiennes se retrouvaient soit pour discuter, soit pour créer ensemble. Et ça a vraiment fait tout un maillage en fait d'espaces, de lieux où ces femmes pouvaient se rencontrer, échanger au sein de la création féministe. Et Aline Dallier, dans tout ça, elle a un rôle un peu surplombant, puisqu'elle était donc théoricienne, universitaire. Elle a écrit beaucoup de textes sur ces groupes, sur ces différentes artistes. Elle a écrit sa thèse en 1980, qui était la toute première thèse qui portait sur les plasticiennes féministes en France. Elle a été, elle, pendant très longtemps, la seule critique d'art qui travaillait spécifiquement sur les plasticiennes féministes en France. Donc sa thèse était la toute première qui portait sur ce sujet-là. Et en fait, la particularité d'Aline Dallier, c'était qu'elle connaissait personnellement la plupart des artistes qui sont ici. Et c'est justement comme ça qu'on les a intégrés, enfin qu'on les a choisis en fait pour les exposer ici. Et donc elle a vraiment fait un travail hyper important en fait de documentation de ces travaux, de ces artistes, de ces groupes qu'elle théorisait et sur lesquels elle réfléchissait en fait vraiment de manière très pertinente et très sensible, très fine, de manière très pondérée. Et vraiment son but c'était de les intégrer en fait à la tradition de l'histoire de l'art au même titre que n'importe quel autre artiste. Aline Dallier, elle est, on peut dire, je ne sais pas si on pourrait dire c'est elle qui a inventé le terme de soft art? Je ne sais pas. Ah, bonne question. Je ne sais pas si bon. c'est elle qui a... En tout cas, elle a travaillé très largement sur ce qu'elle a appelé le soft art, qui est en fait l'art textile, si on le traduit en français. Et donc sur les artistes qui intégraient les matières textiles, donc le fil, le tissu, la broderie, le tricot, etc. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué en faisant le tour de la galerie. Artistes qui donc utilisaient toutes ces techniques traditionnellement féminines, en tout cas féminisées, transmises de génération en génération par les femmes, etc. Donc le patrimoine culturel un peu, si on veut, de la condition féminine pendant très très longtemps. Et donc ces techniques-là réappropriées dans un travail qui en général intégrait une dimension critique très importante, ou en tout cas réflexive, qui essayait de se questionner sur cet héritage, sur qu'est-ce qui signifiait individuellement et généralement, et sur comment est-ce qu'on peut
y ajouter une petite dose de révolte, si on veut, pour certaines d'entre elles. Donc voilà, et Aline Dallier, donc elle a vraiment bien connu beaucoup des artistes qui sont ici, beaucoup écrit sur elle. Et d'ailleurs dans le catalogue de l'exposition qu'on a fait avec Pascal ici présent, Diana, Arnaud, il y a une bibliographie complète des travaux d'Aline Dallier qu'on a mise à jour. Il en existait une, mais il manquait quelques petites choses, donc on a pu compléter pendant qu'on préparait le catalogue et l'exposition. Donc ça permet d'avoir un aperçu très intéressant sur ses travaux. Elle a arrêté de travailler au milieu des années 80 spécifiquement sur les femmes dans la création. Elle s'est un peu généralisée, si on veut. Elle a travaillé sur d'autres choses, notamment sur l'art brut. Voilà, tout ça en parallèle d'un parcours universitaire qu'elle avait entrepris assez tard, c'est-à-dire dans la quarantaine. Elle a repris des études à l'université de Vincennes en sociologie. Elle a écrit son mémoire là-bas, elle a fait un voyage d'études aux États-Unis. C'est comme ça qu'elle a rencontré un certain nombre de plasticiennes féministes américaines à New York, notamment les créatrices de la Air Gallery à Soho, qu'elle a rencontrée en 1973. Et c'est comme ça qu'elle a écrit son mémoire sur cette galerie, justement, qui était une galerie coopérative, collaborative, autogérée par des plasticiennes féministes. Et il me semble que Nancy Wilson Paget, dont vous voyez les photos là ici, a participé à la création de la Air Gallery, donc les trois petits formats en noir et blanc. Voilà, donc vraiment un parcours hyper intéressant. Elle a été successivement la femme de Pierre Restani dans les années 50, puis de Frank Popper après. Et ils sont restés ensemble jusqu'à leur décès respectif. Aline Dallier est décédée en 2020. Et ce qui a suscité l'envie de cette exposition, c'est la découverte par Arnaud du décès d'Aline Dallier, qui était passé complètement inaperçu, ce qui est assez surprenant vu son importance et la place qu'on pourrait avoir envie de lui faire. Donc Arnaud a constaté son décès, qui était déjà intervenu une année auparavant, et il s'est dit que c'était quand même que c'était surprenant. Et donc avec Diana, ils ont pris la décision de faire cette exposition en hommage à Aline Dallier. Donc en fait, il n'y a aucun travaux d'Aline Dallier ici, si ce n'est dans le catalogue. Voilà, il y a le livre, effectivement, le volume orange que vous voyez à côté de la grand-mère derrière vous. C'est un recueil d'un certain nombre de ses articles. Et il y a au début un très long entretien qui date de 2009, avec la philosophe et son amie Claudine Roméo. Donc c'est un très beau volume en fait, qui compile beaucoup de ces articles, qui sinon sont pour certains accessibles sur internet, parce qu'elle a écrit par exemple dans les cahiers du Griffe. Donc il y en a un certain nombre qui sont disponibles sur Percé en version numérisée, mais ils sont un peu éparpillés, donc là ça permet d'avoir une belle compilation de tous ces travaux. Et donc pour arriver un peu plus aux artistes que là vous voyez, je vais essayer de faire des liens entre les différentes artistes. En tout cas, la scénographie de l'exposition qui a été pensée par Diana Quimby est, en fait, on peut dire, articulée autour des deux pans de mur, si on veut. Un premier pan ici, un pan en tout cas, qui, on pourrait dire, interroge justement cette question de la tradition et de la place des femmes dans la tradition et de la question de la maternité, de la famille, et de comment est-ce que tout ça s'articule avec la création artistique, en fait, avec comment est-ce que les identités s'articulent entre elles, l'identité de femme, de mère, et l'identité d'artiste. Et un autre pan derrière vous qui serait plutôt, on pourrait dire, un petit peu plus ouvertement revendicatif, qui réfléchit beaucoup à la question de l'identité, du portrait, de l'autoportrait, de la mise en scène et de l'auto-mise en scène de l'identité. Je vois qu'il y a
Bonjour, une des artistes qui arrive, donc c'est parfait, peut-être que tu pourras dire 2-3 mots sur ton travail. Voilà. Alors, par où commencer? Peut-être en lien directement avec ce que je viens de vous dire à propos de comment les identités s'hybrident les unes avec les autres. Peut-être qu'on peut commencer par le travail justement de Thérèse, que nous voyons ici, qui dialogue particulièrement bien avec l'œuvre que vous voyez derrière, ce pan de tissu avec les pochettes. C'est Dylan Camier, si je ne m'abuse. Ces deux œuvres, en fait, elles ont le lien, si on veut, de traiter de cette idée de temps morcelé, dont Thérèse parle particulièrement bien, de comment est-ce que la pratique artistique s'imbrique de manière plus ou moins compliquée avec une vie de famille, et donc comment est-ce que ce temps de la création peut être morcelé par manque de temps. Thérèse raconte que pendant les siestes de ses enfants, pendant les petits moments que tu avais de libre, tu choisissais ces petits cartons qui sont donc des cartons à boutons sur lesquels tu peignais. Format qui permettait en fait d'être réalisé dans un temps relativement réduit, donc c'est cette œuvre-ci là, pardon. Voilà. Et cette idée de morcellement, elle se retrouve un petit peu aussi dans l'œuvre de Liliane Camier, que vous voyez donc avec les pochettes, où justement différents éléments de la vie à la fois d'artiste et de mère sont classés dans des pochettes, séparées les unes des autres, donc on peut imaginer les différents moments de création sur cette pièce de tissu. La qualité de mère, elle est aussi évoquée de manière très, très explicite sur les deux œuvres au pastel que vous voyez dans l'angle là-bas, qui sont des œuvres de Claude Boréala. Voilà, la question de la maternité est traitée de manière assez explicite, assez frontale, on pourrait dire. Le corps est aussi très présent donc, dans l'œuvre de Monique Friedman, que vous voyez en rouge et bleu, là, au-dessus de l'œuvre de Liliane Camier. Cette toile, elle date de 1976-1977, il me semble, et elle correspond en fait à une période où l'artiste a recommencé à travailler, après s'être arrêté longtemps, à partir de mai 68, donc pendant 10 ans, enfin quasiment. Monique Friedman explique qu'elle avait eu une sorte de perte de sens dans sa création, et que cette série-là en fait correspond à sa remise au travail, si on veut. Et dans le catalogue, il y a un très bel extrait d'un petit texte qu'elle a écrit, puisque ces œuvres ont été exposées l'année dernière, il me semble, à la Galerie Dutcot. Elle explique que, en re-regardant cette série, qui, il me semble, n'a pas été exposée depuis qu'elle a été faite, elle avait été assez surprise de constater cette image du corps qu'elle avait exprimée, en fait, qu'elle-même était un peu perplexe, et je crois même qu'elle utilise le terme de gênée dans son petit texte en disant mais voilà, des corps très sexués, tordus, etc. Donc on sent qu'il y a une dimension un peu torturée, si on veut, dans son travail à ce moment-là. Ensuite, si on reste sur cette idée de vie familiale, il y a un certain nombre d'artistes qui ont pu aussi lier ça avec un sentiment d'enfermement. Donc ça, par exemple, c'est l'œuvre de François Janicot que vous voyez ici, qui en fait a décalqué le sol de son atelier, qui signifiait pour elle ce sentiment d'enfermement à la fois en tant que femme dans ce foyer, et en tant qu'artiste qui passait énormément de temps dans son atelier. Cette idée d'enfermement, elle est aussi évoquée par Colette Deblé dans la petite pièce que vous voyez ici. Là. Elle évoque à propos de cette œuvre le parallèle qu'elle établit dans son travail entre la forme et le mental, si on veut. Et donc ces petites boîtes remplies ce sont des morceaux de papier brouillon qu'elle a broyés.
ça peut être comme une métaphore de l'esprit en fait, et de plein de pensées ou plein de frustrations qui pourraient y être bloquées. Sur un registre un petit peu plus léger, on a ici l'œuvre de Nili Alter qui, elle, réfléchit à la question du sexisme dans la cuisine turque, puisqu'elle était d'origine turque. Et donc, ce sont de vraies recettes. On n'a pas réussi à être complètement sûr de si les titres étaient les vrais titres traduits par Nili Alter ou si c'était des réinterprétations. C'est ça, on n'est pas certain que ce soit... On pense que ce sont des traductions littérales des titres, mais on n'en est pas certain, il faudrait lui demander. Après, si on parle un petit peu plus spécifiquement, bon, vous avez vu que le textile était utilisé chez Liliane Cagnier. Si on parle un petit peu plus spécifiquement du textile, on voit un certain nombre de pièces, donc celle-ci et ces deux-là, qui font référence de manière un peu plus explicite à cette question du textile et de toutes les pratiques féminines en lien avec donc, le fil, la broderie, etc. Chez Bernadette Bourg, par exemple, donc vous avez la petite pièce brune et la grande pièce jaune ici. En fait, l'artiste, elle utilise des points à la machine sur ses œuvres. C'est de la toile peinte à l'huile et du papier qui est appliqué dessus, et ensuite de la couture zigzag qui est appliquée dessus. Et sur celle-ci, c'est juste du papier, il me semble, et il y a aussi des points dessus. Donc comment est-ce qu'en fait cette pratique de la couture peut être intégrée dans une pratique contemporaine de création qui n'a rien à voir avec la fabrication de vêtements, ou comment est-ce que cet élément de couture peut être appliqué à un domaine différent et à des matières différentes, puisque là on est sur du papier et de la toile. Et si elle, que vous voyez donc ici, c'est cette grande pièce blanche, et si qui est représentée par Arnaud, elle utilise du tissu et fait cette espèce de motif géométrique, bon, chacun y voit un peu ce qu'il veut. Moi j'y vois vraiment des alvéoles d'abeilles. Et de la même manière, vous avez cette grande toile de Daniel Blancheland qui utilise la toile de lin. Alors Daniel Blancheland, elle a aussi une œuvre qui est derrière vous, c'est le petit cardigan noir qui est en vitrine, qui est en fait un portrait d'Aline Dallier. Je vais vous en parler tout de suite après. Donc Daniel Blancheland, elle a travaillé uniquement avec la toile de lin, donc le petit cardigan derrière est lui-même réalisé en toile de lin. Et cette œuvre, elle s'appelle Le drap de naissance. Et on voit comment, en fait, donc Danielle réalisait elle-même ses toiles, elle les tendait elle-même sur les châssis. Et donc là, elle a décidé de faire déborder cette toile qui va donc sortir de l'espace du cadre, avec ce travail de plissé. Et donc vous voyez l'impression d'un fœtus ou d'un nourrisson dessus. Danielle explique qu'elle était très marquée par sa mère, qui était très malade quand elle était enfant. Et elle se souvient des draps qui étaient changés régulièrement, etc. Donc il y a toute une dimension affective, en fait, et familiale, de transmission, etc. Dans cette matière de drap. Donc toile de lin qu'elle utilise pour le petit cardigan que vous voyez en vitrine, qui est donc un portrait d'Aline Dallier le jour de sa soutenance de thèse en 1980. En fait, il s'avère que cette toile de Daniel Blancheland était dans la thèse d'Aline Dallier, et donc Daniel Blancheland a été invitée à la soutenance de thèse. Elle ne connaissait pas du tout Aline Dallier, c'est à cette occasion-là qu'elles se sont rencontrées. Et Daniel Blancheland se souvient d'à quel point Aline Dallier avait l'air tendue à l'occasion de sa soutenance, et elle raconte que Aline Dallier tirait de manière très nerveuse sur les manches de son pull qu'elle avait noué autour de ses épaules et de son cou, et que donc elle avait un peu l'air de s'étrangler de nervosité au moment de sa soutenance de thèse. Donc cette œuvre, elle est plus ancienne, plus récente, elle est postérieure à la soutenance de thèse. Mais Aline Dallier a reconnu elle-même que c'était ça correspondait assez bien à son état d'esprit le jour de cet événement.
voilà, vous avez un portrait d'ailleurs d'Aline Dallier que Pascal est en train de filmer en vitrine. Et en dessous, un portrait avec son mari, donc Frank Popper. Cette face-là, la question de l'identité, la question peut-être de la même manière qu'il y avait une forme de réappropriation des techniques traditionnelles de couture, etc., des femmes, on peut imaginer que de ce côté-là, il y ait une problématique de réappropriation de l'image, tout particulièrement de l'image de femmes artistes. Ça, il me semble tout particulièrement visible dans les deux grandes photographies que vous voyez ici, qui sont l'œuvre d'un couple d'artistes que vous voyez sur les photographies, donc Katerina Tomadaki en haut et Maria Clonaris, qui sont donc deux artistes d'origine grecque qui sont venus s'installer en France en 1975, il me semble, et qui travaillaient. Donc vous avez donc, ce sont deux photographies qui datent de 1977 en fait, il me semble. Début des années 80, je crois. Ah bon? Ah, alors je confonds avec la date de l'enfant qui a pissé des paillettes. Bon, enfin, ces photographies, elles sont extraites d'une performance vidéo qui, elle, il me semble, date de 1977. Ok. Mais il faudrait que je vérifie. Ou une succession de diapositives dont vous avez là deux exemples en fait. Et il s'avère, enfin oui, vous avez deux diapositives. Il me semble qu'il y en a 150 à peu près dans cette performance. Performance que j'ai eu la chance de voir l'année dernière puisqu'elle a été 77, c'est ça. Elle a été donc il me semble que c'était du Super 8, mais je suis pas bon. Et donc elle a été intégralement numérisée l'année dernière et donc j'ai pu la voir dans un cinéma du quartier latin. Donc c'est une performance avec des parties filmées en Super 8, ensuite une succession de diapositives. Entrecoupé par des parties où Katerina Tomadaki a lu des textes qui sont soit des extraits d'écrivaines, soit des textes qu'elles ont écrits toutes les deux. Et en fait, la particularité de leur travail, c'est qu'elles étaient toutes les deux et simultanément auteurs de tous les travaux qu'elles faisaient. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une maternité des œuvres partagées. Elles signaient toujours Maria Clonaris et Katerina Tomadaki. Et elles se prenaient mutuellement en photo. Donc la question justement de cette mise en scène de l'image, tout particulièrement donc de femmes et d'artistes femmes, est particulièrement intéressante, il me semble, dans ces deux images. La question de la représentation de la femme est aussi très, enfin des femmes plutôt, est aussi très forte, disons, dans cette toile, dans cette photo pardon, que vous voyez ici, qui est une œuvre de Dorothée Sels, qui est en fait une réactivation d'une œuvre de la fin des années 70. Donc vous avez deux photos de la fin des années 70 et cette troisième, ce triptyque qui s'ajoute. Dorothée Sels, elle a choisi de travailler sur la représentation des femmes dans la publicité. Et donc elle avait choisi, et tout particulièrement sur les photos de calendrier, et donc elle avait choisi cette image qu'elle trouvait très caricaturale, et elle l'avait détournée, donc c'est elle qu'on voit, et elle a volontairement décoré avec au pochoir comme une pâtisserie un peu kitsch. C'est volontairement kitsch et de mauvais goût, à l'image du mauvais goût de cette femme panthère. Si on continue sur cette idée un peu de revendication et de remise en cause de la représentation des femmes, les deux photos d'Orlan que vous voyez ici, elles sont assez intéressantes parce que Orlan a décidé de mesurer avec son corps des espaces qui, selon elle, représentaient particulièrement bien la question du pouvoir masculin et de la domination masculine. Donc là, c'est au Vatican. Donc Pascal en parlait tout à l'heure, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mais
il s'avère qu'il a fallu qu'elle raconte aux gardes suisses qu'elle faisait une procession à genoux pour qu'ils la laissent faire ses photos tranquillement. Donc c'est assez... voilà, moi ça m'a beaucoup plu le jour où j'ai appris cette anecdote que je ne connaissais pas. Orlan, dont on va voir d'ailleurs une performance filmée tout à l'heure à l'occasion de la soirée. J'aurais peut-être dû vous parler des deux œuvres qui sont dans le coin à côté de Diana en même temps que je vous parlais des autres. Parce que vous voyez que la question du textile est très importante. Alors vous avez les deux cadres qui sont au mur, ce sont des œuvres de Marie-Rose Lortet qui travaille avec le tricot. Et à côté, vous avez une œuvre commune de Christiane de Castera et André Marquet, qui s'appelle La Grand-mère, et qui est donc intégralement textile, et qui intègre des vêtements qui, me semble, appartenaient réellement à la famille de Christiane de Castera. Et donc c'est cette grand-mère un peu fatiguée, qui assise sur une chaise. Si en s'approchant, on se rend compte que toutes les pièces de tissu sont minutieusement rapiécées, et donc il y a une dimension de détail. Moi j'aime beaucoup cette œuvre, je trouve que c'est très touchant, les tout petits points qui sont donc, il me semble, c'est un véritable tablier qui appartenait réellement à la grand-mère de Christiane de Castera, et donc tous les points qui figurent sont des points qui ont vraiment été faits par cette grand-mère. Donc je trouve que ça donne un sens tout particulier à cette œuvre. Peut-être que la question du textile, elle transparaît aussi dans l'œuvre de Cristina Martinez que nous avons la joie d'avoir avec nous, qui sont donc ces deux plus petits formats ici, où vous voyez, en fait, ce sont des hachures très fines au stylo feutre ou à l'encre. C'est de l'encre. Voilà, donc à l'encre. Qui peuvent faire penser à des bandes de broderie ou de tissage, si on veut. La matière tissée, on la retrouve dans cette œuvre de Colette Deblé, c'est une seconde œuvre de Colette Deblé, qui elle aussi s'intéressait à la représentation des femmes dans l'art et dans l'histoire de l'art tout particulièrement. Et donc là, c'est la silhouette d'une Marie-Madeleine dans un tableau de Philippe de Champaigne. Et donc, il y a toute une série de ces figures féminines. Ça, c'est une œuvre qui est un petit peu plus tardive, qui date du début des années 2000. Où donc elle traçait les silhouettes d'un certain nombre de figures féminines dans des tableaux classiques pour la plupart d'entre eux. Et là, on a l'impression que Marie-Madeleine s'envole. Peut-être il avait été question au moment de la préparation de l'exposition de la mettre au plafond, chose que nous n'avons pas faite finalement, je ne sais plus pourquoi, mais voilà, donc on a quand même cette idée d'envol. Tant qu'on parle du ciel, je peux sauter sur cette œuvre que vous voyez ici, qui est donc une photographie, en fait, une photographie qui a été prise avec un temps de pause très long. Et donc, le petit Y que vous voyez sur cette photographie a vraisemblablement été tracé par la lumière d'une étoile, puisque l'appareil photo avait été placé sur le pont d'un bateau qui bougeait avec le roulis des vagues, et donc qui a tracé de manière fort heureuse ce petit mot. Voilà. Oui, Esther Ferrer. Oui, bah, effectivement, en fait, je dis que je veux faire thématique et puis je vous parle de chacune des œuvres. C'est assez tentant, en fait, c'est difficile de... Bon, bah, oui, cette question, je vais terminer avec l'œuvre d'Esther Ferrer, et dont il y avait une performance qui était
qu'on a enlevé pour la soirée de ce soir. Mais donc, la question de la représentation, de l'image et de la femme artiste. Là, on reste un peu sur cette problématique avec cette photo où donc Esther Ferrer fait le mouvement qui, j'imagine, je sais pas si vous, c'est ce mouvement qui était fait pendant les manifestations féministes dans les années 70, qui en fait est un symbole du sexe féminin, qu'on voit beaucoup sur toutes les photos d'archives des manifestations, etc. Donc il y a et les yeux qui voient au travers. Et peut-être pour terminer, je vais vous parler dans cette question d'identité, etc., de l'œuvre de Charlotte Calmy, que vous voyez là ici, qui est en fait la créatrice d'un groupe de plasticiennes dans les années 70 qui s'appelait La Spirale. La plupart des artistes qui sont dans cette exposition, elles avaient une trentaine d'années dans les années 70. Charlotte Calmy, elle était un petit peu plus âgée. Elle était née en 1913, il me semble. Et donc elle a créé ce groupe de plasticiennes, elle était poète aussi. Et on pense que cette œuvre, on peut penser que cette œuvre, elle mettrait en scène la question de l'identité et de son morcellement, puisque vous voyez les différentes... Donc c'est des photographies de Charlotte Calmy, ce que vous voyez en noir et blanc. Voilà, qui sont découpées, morcelées. Je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas parler plus longtemps. Merci. Bravo. Merci. Merci.